Quelques jours après les attentats de Paris, les descentes de police sont attaquées. Selon les faits, Asnaït Boulassène, 26 ans, se serait fait exploser en morceaux pendant le siège de Saint-Denis, après que la police antiterroriste cerné la planque où elle se cachait avec son cousin, le cerveau des attentats de Paris. Officiellement, et par conséquent, elle serait devenue dans un premier temps, la première femme kamikaze d'Europe à se faire sauter sur le sol français. Mais malheureusement, le profil de cette fille n'est absolument pas consistant avec le caractère terroriste, ni avec les faits concernant l'assaut. Il est un peu plus de 4 heures mercredi quand la BRI et le RAID pénètrent dans l'immeuble situé au 8 rue du Corbillon à Saint-Denis. Direction le 3e étage, ils comptent sur l'effet de surprise mais la porte blindée résiste d'abord à leurs explosifs. Une jeune femme radicalisée qui porte le voile, Asnaït Boulassène, 26 ans, elle est la première femme kamikaze en France. Pourtant, dans le quartier qu'elle fréquentait il y a quelques années, on décrit une toute autre personne. Les terroristes situés à l'intérieur ont alors le temps de se préparer à l'assaut. Vers 4h45, les premiers échanges de tirs commencent. Une chienne d'assaut est envoyée dans l'appartement, elle est tuée par un terroriste. Le RAID interpelle alors 3 hommes qui sont placés en garde à vue. Elle venait ici pour rendre visite à son père. Les habitants la surnommaient la cowgirl. Chapeau de cow-boy, bottes, voilà quoi. Une fille comme tout le monde. Cigarettes, alcool. Avant, elle était joyeuse, fofolle, elle aimait faire la fête. Je sais pas, c'est une incompréhension totale. Les tirs se poursuivent entre la police et d'autres individus embusqués. Au total, les forces de l'ordre tirent plus de 5000 munitions et lancent plusieurs grenades. Une femme kamikaze déclenche alors sa ceinture d'explosifs, ce qui fait s'écrouler une partie de l'appartement. Les gravats recouvrent rapidement les lieux. Une jeune femme qui aime la fête, surveillée pour trafic de stupéfiants par la police, mais aussi plus récemment par les services de renseignement. Obsédée par le djihad, elle rêvait de rejoindre la Syrie et témoignait de son admiration pour Hayat Boumedienne, la femme d'Amedi Koulibaly, le terroriste de l'Hyper-Cacher. Au moins un homme, 2 selon les informations d'ITélé, sont ensuite tués par les policiers. Plus loin, dans l'appartement, 2 hommes sont retrouvés vivants sous les gravats, ils sont interpellés. Au total, entre l'appartement et ses alentours, 8 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Du côté des policiers, on dénombre 5 blessés. En Moselle, personne n'a soupçonné cette radicalisation. Je l'ai jamais vu avec un voile, à part sur les photos qu'il y a maintenant sur internet, je l'ai jamais vu avec un voile. J'ai jamais entendu un propos d'elle extrémiste et elle ne voulait jamais rien savoir de l'islam. Pour elle c'était une religion, voilà, ça s'arrêtait là et elle respectait ça mais elle voulait rien savoir, elle ne voulait pas pratiquer. Voilà. Elle était une bête de fête avec une ribambelle de petits amis et qui n'avait manifesté aucun intérêt pour la religion. Selon la presse anglo-saxonne, juste un jour après sa mort, la famille et les connaissances ont donné des détails extraordinaires d'une jeune femme avec une mauvaise réputation, qui était connue pour son penchant de l'alcool et des cigarettes, plutôt que la dévotion à l'islam. Son frère Youssouf Hayat Boulassène dit qu'elle n'avait exprimé aucun intérêt pour la religion, jamais lu le Coran, et avait seulement commencé à porter un voile musulman il y a 1 mois. Voici l'extrait audio de l'assaut 8 rue Corbillon. Soyez attentifs. Restez là, tu laisses les mains. Tu lâches une main, je fais feu. Si t'as une main, je tire. Laisse les 2 mains et tu lèves ta bouche. Ça arrive vite. Si tu bouges une main. Il est où ton copain? C'est pas mon copain. Il est où? C'est pas mon copain. Laissez-moi sauter s'il vous plaît. Laissez-moi sauter monsieur. Non, c'est... Laissez-moi sauter au moins. Montre-moi la tête. Montre-moi la tête.
Les mains sur la tête. Attention. Tire le rideau, tranquille. Tire le rideau. Tire le rideau. Tire. Tu te lèves. Lève-toi. Tu te lèves. Je m'en fous. Tu te lèves. Tu retires en plus, tu te lèves. Attention. Bouge pas. Les gars, on est un gars. Tu lèves ton t-shirt. Ah, je le lève. Tout le monde tourne sur toi, ça va. Tout le monde sur toi. Tu mets sur toi à poil. À poil complet. Ta main. T'es blessé. Puis j'ai tout, les mains sur la tête. Les mains sur la tête. C'est ça. C'est ça, viens. Viens. D'après cet extrait, au vu de la situation et de ses propos, on a du mal à l'imaginer sur le point de se suicider avec une ceinture explosive, voire en posséder une. À la fin de l'extrait sonore, la situation semble être stabilisée. Asna a vraisemblablement voulu sortir par la fenêtre afin d'être appréhendé par les forces d'intervention, mais semblerait avoir été abattu par balle. Ne nions pas le fait que l'explosion avait bien eu lieu, mais malheureusement, cet extrait diffusé sur Le Parisien ou France 2 n'a absolument pas montré la moindre explosion, contrairement à celui-ci, filmé depuis un balcon. À l'instar de savoir quelle est la chronologie des événements, on remarque que l'explosion ne correspond pas aux faits vis-à-vis de la topographie des lieux. L'explosion n'a jamais eu lieu dans la pièce centrale, mais dans celle qui est située au nord-ouest de l'entrée située à cet étage. Que s'est-il réellement passé? Selon Le Monde, aucun des 5000 tirs du raid lors de l'assaut du 18 novembre à Saint-Denis n'aurait touché Abdelhamid Abaoud, ni sa cousine Asna, toutes deux morts au cours de l'intervention des forces de l'ordre. Si on résume les faits, si Abaoud et sa cousine n'ont jamais été tués par balle, pour une unité d'élite telle que le raid, tirer 5000 balles à côté de la cible, c'est quand même un peu humiliant. Dans ces conditions, tirer un missile aurait été plus simple et expéditif. Un peu comme ils font en terre étrangère, avec leurs drones assassins. À l'instar de l'affaire Mera et de la double version contradictoire à propos de sa mort, nous voici, là encore, avec des versions contradictoires, voire mensongères, puisque l'on nous avait annoncé au départ qu'il y avait eu des tirs à la Kalachnikov, ce qui s'est avéré faux par la suite. Du coup, on est en droit de se poser la question qui s'interpelle, pourquoi tirer 5000 balles, et quel est l'intérêt de se ridiculiser de la sorte? On sait également que le Abaoud était drogué, comme ses frères de combat, certainement à coups de captagon ou de cocaïne.
En somme, un comportement parfaitement incohérent et en totale adéquation avec la législation islamique. En ce qui concerne Asna, cette fille qui ne correspond en rien avec le profil djihadiste, mais qu'on veut à tout prix la faire passer pour la complice logistique d'Abaoud, pouvait très bien être quelqu'un qu'il fallait faire taire pour une raison obscure. Le plus étrange, selon des informations de M6 et France 3, une dizaine de personnes auraient débarqué au volant de 3 voitures immatriculées en Belgique, quelques jours après les attaques, au domicile de la mère d'Asna Boulassen. Ce groupe aurait nettoyé ce domicile avant l'arrivée de la police. Cela rappelle le cambriolage de l'appartement de Charb lors du massacre de Charlie Hebdo. Ces informations sont rares, car on en parle aujourd'hui, mais ces faits graves seront vite retirés de la version finale et officielle. Dans la série des tout petits détails qui mènent à Israël, et dans la nuit du 13 au 14 novembre, Facebook aurait déployé son outil Safety Check sur la zone de Paris. Plus de 4 millions d'usagers avaient ainsi indiqué via le réseau social être en sécurité suite aux attaques terroristes. 360 millions de personnes ont ensuite reçu un message automatique au sujet de leurs amis. Cette application, testée auparavant lors de tremblements de terre, mais utilisée pour la première fois en lien avec un attentat, aurait été développée dans l'antenne israélienne de l'entreprise Facebook, basée à Tel Aviv. L'identité du développeur, dont la photographie bleu-blanc-rouge provient de son compte Facebook, Roy Tiger, le fondateur de l'application controversée Onavo, un aspirateur de données privées, diplômé de l'Institut interdisciplinaire d'Herzliya, une base de recrutement des services secrets israéliens, et ex-militaire formé au sein de l'unité d'élite 8200, redoutable installation de l'armée israélienne, dédiée à la cyberguerre et au piratage informatique. La question qui se pose est celle qui serait liée à Facebook, via cette sortie immédiate de cette application relative à un pirate de l'informatique, aussi présentée par les médias comme une façon spontanée qu'ont eu les Parisiens de s'organiser. Ainsi donc, dorénavant, être en sécurité n'est plus notre état naturel. Le but de cette application est de faire comprendre à chacun qu'il pourrait ne pas être en sécurité. Quelques milliers de personnes, en comptant tout le stade, se sont trouvées à proximité relative du danger réel. 4 millions de gens ont utilisé l'application, soit une démultiplication par 1000 de l'impact psychologique des attentats avec mise à la place d'autrui. Mais sans le savoir, toutes les personnes qui ont utilisé cette application auront été fichées quoi qu'il arrive. Le juif Jonathan Simon Selem, alias JSS News, extrémiste franco-israélien de la cause sioniste et de la pire espèce,
grand ami du juif ultrationniste Meir Habib, aura été bien informé concernant les attentats du 13 novembre 2015. Voici pour commencer un florilège de ce personnage fanatique et névrosé, où il faisait feu de tout bois depuis le déclenchement de la querelle de la quenelle, où il s'était vanté d'avoir identifié et fait licencier plusieurs praticiens du geste en question, ou en exposant sa haine anti-palestinienne. Pendant ce temps, et seulement quelques heures après qu'un cessez-le-feu médié par l'Égypte entre le Hamas, le djihad islamique et Israël ait été signé, une nouvelle salve de roquettes s'est abattue sur Israël, blessant gravement un bébé et tuant un autre homme. Écoutez, c'est très simple, il y a ce fameux geste de la quenelle, on estime que c'est un geste de nazion. Certains disent un doigt d'honneur au système, pour d'autres, ceux qui connaissent la portée de la quenelle, on a vu des photos tout à l'heure devant l'école de Toulouse, juive de Toulouse, dans le mémorial de la Shoah. Ça, je peux pas accepter. Je suis pas d'accord. Je vais retirer ça. Et comme on pouvait s'en douter, absolument aucune condamnation internationale. Et où sont les ONG, les médias, les politiciens, les activistes sociaux, les combattants des droits de l'homme? Où sont-ils tous ces gens-là pour défendre Israël et pour défendre les droits de l'homme quand il s'agit de les défendre vraiment? C'est un vrai geste de nazion et surtout quand on connaît le discours de Dieudonné. Alors, l'objectif, que c'est un salut nazi inversé. Un salut nazi inversé, absolument. D'ailleurs, il suffit de tendre le bras vers le bas et... אנחנו בארץ ישראל פה! מה זה? מה אתם חושבים? זה מדינה של ישראל! Encore combien de temps pouvons-nous accepter cette hypocrisie? Le monde attend de nous de réagir et d'agir avec retenue, sans jamais rien faire, pour nous défendre. Et pourtant, que fait le monde? L'objectif de JSS News avec cette chasse aux nazions, c'est pas d'aller attraper celui qui fait ça n'importe où dans la rue. À l'écran quelques photos sur des lieux symboliques du peuple juif, comme à Fort Gondoschwitz. L'objectif de JSS News de cette chasse aux nazis, il est très simple, c'est de dénoncer, d'attraper ceux qui, en uniforme ou dans l'enceinte de leur travail, font cette quenelle pour les dénoncer à leurs employeurs. Quand les terroristes viennent égorger nos fils et nos filles, que fait le monde quand les roquettes tombent sur les écoles des enfants israéliens? Rien, un silence assourdissant. Le temps est venu de dire assez, c'est assez. Il est temps de défendre notre pays avec fierté. Il est temps de répondre avec force aux menaces qui nous sont portées. Il est temps d'arrêter de se coucher face à ceux qui voudraient détruire l'État d'Israël pour créer un seul et unique État palestinien sans la présence du moindre juif. Donc là, on a vu des pompiers. On a vu des pompiers, on a dénoncé ces pompiers en question qui sont des pompiers genevois. Au chef des pompiers de Genève, qui a répondu, et une enquête est déjà ouverte, mais on l'a fait exactement la même chose avec des militaires français qui sont au Mali, dans la force Serval. Et surtout, il est temps de cesser de s'excuser. Si les tirs de roquettes ne s'arrêtent pas, nous veillerons à leur cessation par une action politique et militaire appropriée. Il n'y aura plus d'excuses et il n'y aura plus d'autre option. C'est ainsi et uniquement ainsi que près d'1 million de citoyens israéliens, tous des civils, n'auront plus à vivre les perturbations quotidiennes dues au lancement des roquettes et des obus de mortier sur leur ville depuis la bande de Gaza. On a fait ça dans beaucoup de domaines, dont la plateforme du bâtiment qui est une société de Saint-Gobain, très actif. Si nous avons à parcourir la bande de Gaza pour extirper ne serait-ce qu'un seul terroriste, alors nous devons le faire coûte que coûte. Si nos ennemis ne veulent pas s'engager sur le chemin de la paix, alors Israël devra leur faire payer lourdement leurs choix et leurs options. Laissez donc la communauté internationale pleurer sur le sort des Palestiniens alors que jamais ils ne pleurent sur le sort du moindre Israélien égorgé par des terroristes palestiniens, jamais. De quoi parle-t-on avec cet individu haineux et véreux? De sa stupéfiante information reliée par Times of Israel, une information relative à l'avertissement transmis vendredi matin auprès des officiels en charge de la sécurité de la communauté juive, de l'imminence d'une large attaque terroriste perpétrée le soir même. Mais 3 jours après, le 17 novembre 2015, l'article rédigé par la journaliste juive Amanda Borscheldan a été modifié sans le moindre signalement d'une actualisation,
ou d'une correction sur la page en ligne. Suite à la propagation fulgurante de cet élément d'information sur les réseaux sociaux tout au long du week-end, JSS avait tenté de rétropédaler lamentablement en prétendant avoir été mal retranscrit par la journaliste israélienne, et même volonté chez les dirigeants de la communauté juive d'éteindre l'incendie suscité par la bévue de JSS, tels que les extrémistes Roger Kuckerman et Sami Gozlan, qui ont chacun insisté auprès du Times of Israel pour affirmer ne pas du tout avoir été informés précisément des attentats survenus vendredi soir, au début du Shabbat. Vu que le site collaborationniste et anticomplotiste Conspiracy Watch vole indirectement au secours de JSS, en pointant bien malicieusement ses scoops bidons et avérés, afin de prôner l'intox, mais aucune explication apparente concernant la mystérieuse disparition de la page concernée, celle qui fut relative à l'état d'alerte de la communauté juive de France, surtout quand on n'a rien à se reprocher. Pourtant, le plus beau est à venir. Le 26 mai 2016, à Jérusalem, le Bnei Berit, franc-maçonnerie juive, organisation fondée à New York, et lobby autoproclamé de la communauté juive depuis 1843, avait décerné le prix de l'excellence journalistique à Amanda Porcheldan, l'auteur de l'article Rebidouillé, mais aussi la responsable de la rubrique Diaspora au sein du journal The Times of Israel. À l'origine de cette remise de prix, c'est le colon israélo-américain Leigh Schneider et le likudnik israélo-britannique Haim Katz. Alors que le président du service de protection de la communauté juive n'est autre que l'influent baron Éric de Rothschild, curieusement, l'identité et le visage de la directrice du SPCJ sont systématiquement camouflés lors de ces rares interviews. Mais le détail ou révélateur de l'omerta qui entoure ce sujet, c'est bien sûr l'information choc des officiels juifs avaient été avertis à l'avance des attentats de Paris, aura été sans surprise totalement passée sous silence par la presse traditionnelle. Brahim Abdeslam, 31 ans, commando kamikaze impliqué dans les attentats du vendredi 13 novembre 2015, était propriétaire du café Les Begin, situé dans une petite rue tranquille du quartier de Karoveld, à Molenbeek, en Belgique. Ce bar faisait également office de coffee shop. Les autorités communales avaient ordonné le 2 novembre la fermeture au public de l'établissement, pour une durée de 5 mois, prenant cours le 5 novembre 2015 pour se terminer le 4 avril 2016. Pourtant, 8 jours après la fermeture, Brahim Abdeslam serait allé se faire exploser,
Seul, à 21h41, à la terrasse du bistrot Comptoir Voltaire, au 253 boulevard Voltaire, à 2 pas de la place de la Nation, blessant grièvement une quinzaine de personnes, mais aucun mort. Selon le récit du responsable du café à l'Express, l'individu s'était installé tranquillement dans le café. C'est lorsqu'il a voulu passer la commande qu'il s'est fait sauter. La serveuse, Catherine, a été blessée à l'abdomen et au thorax. Hospitalisée, ses jours ne seraient plus en danger, selon ses collègues, sous le choc. Il avait loué une voiture Seat noire, immatriculée en Belgique, et retrouvée à Montreuil, près de Paris, au lendemain des attaques. À son bord, 3 fusils d'assaut Kalachnikov, 11 chargeurs vides et 5 pleins. Comme par hasard, si on résume, les autorités ordonnent la fermeture de son bar quelques jours avant les attentats de Paris. Tout comme son petit frère, Brahim Abdeslam buvait de l'alcool et fumait du cannabis à outrance. C'était un délinquant de droit commun, et il n'avait pas le profil d'un fanatique religieux prêt à mourir en martyr. Il s'installe donc tranquillement à la terrasse d'un café et se fait sauter, sans crier Allah Akbar, isolé des autres personnes sauf de la serveuse qui est à moins d'1 mètre de lui, et ne tuant personne. Premièrement, ce n'est pas très logique, car un vrai kamikaze ne s'assoit pas à la terrasse d'un café pour passer une commande, au risque de déclencher bêtement sa ceinture explosive. Secondo, il doit revendiquer son acte, ce qui ne sera pas le cas. Tertio, il ne laisse pas une voiture remplie d'affaires personnelles, d'armes et de munitions prêtes à servir. Et quatrièmement, s'il avait porté une vraie ceinture d'explosifs, il y aurait eu forcément des morts car l'explosion aurait été bien plus puissante. Or, l'explosion ne l'a été vraiment peu, la preuve en est dans les faits, et on veut nous faire croire qu'il serait rentré pour se faire exploser avec une ceinture d'explosifs. Mais si on se réfère à la clé de compréhension concernant les 3 pseudo-kamikazes, qui, rappelons-le, n'auront fait qu'un seul mort, en étant isolés de tout groupe de personnes parmi la foule, sans compter le faux passeport retrouvé à côté de l'un d'entre eux, il est on ne peut plus évident que Brahim Abdeslam n'avait jamais eu l'intention de se faire sauter par idéologie. Cette ceinture explosive pouvait simplement servir de garantie pour ne pas être pris vivant, s'il devait se faire appréhender par les autorités. Mais voilà, un autre élément d'information vient détruire une bonne fois pour toute cette vision absurde du kamikaze. Est-ce que eux, ils priaient, est-ce qu'ils fréquentaient les mosquées? Vous allez rigoler, ils ont commencé à prier depuis 3 mois, ils ont commencé à faire du sport depuis 3 mois. C'est-à-dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ils sont entraînés depuis 3 mois, et ils prient depuis 3 mois, et ils arrêtent de fumer depuis 3 mois. Ça veut dire quoi ça pour vous? Ils s'y préparaient physiquement. Ils s'y préparaient à la guerre. Le reportage de France 2, diffusé le 19 novembre 2015, et intitulé Panique au Belgistan, avait révélé un témoignage étonnant. En Belgique, alors qu'il racontait aux journalistes le quotidien des frères Salah et Brahim Abdeslam avant les attentats, l'un de leurs voisins avait affirmé avoir été témoin d'une altercation violente entre les 2 frères, le jeudi 12 novembre au soir, soit la veille des attaques. Jeudi soir, je suis chez moi. J'attends une dispute, mais une dispute énorme, et je me penche par la fenêtre. Je vois les 2 frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. Pourquoi? La seule chose que j'ai compris, c'est moi j'irai pas si j'ai pas l'argent. Ce témoignage fournit 2 informations intéressantes. La volonté d'au moins l'un des 2, probablement Salah Abdeslam, d'être rémunéré pour une activité, quelle qu'elle soit, 24 heures avant les attaques, alors que l'un et l'autre devaient avoir pour mission de se faire sauter idéologiquement.
La seule chose que j'ai compris, c'est moi, j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre, il lui dit non, tu vas y aller. Il lui dit, moi, si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon, j'y vais pas. Et ça s'est passé jeudi soir. Quel intérêt de se bagarrer avec son frère pour refuser d'aller accomplir sa mission s'il n'avait pas touché cet argent avant de se faire sauter le lendemain soir? En outre, si cet argent est relié aux attentats, et tout porte à croire que c'est le cas, si l'on considère la chronologie, l'idéologie semble avoir joué un rôle assez secondaire dans les motivations de Moins vis-à-vis de l'un des frères. Mais en réalité, il est fortement probable que les deux frères avaient la même motivation, celle d'être payés pour faire ces attentats, d'y survivre qui plus est, mais aucune intention de se faire sauter sauf en cas de force majeure. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées. La seule différence pour l'un des deux, probablement Salah Abdeslam, contrairement à son frère, c'est qu'il avait vraisemblablement refusé les conditions, celle d'être payé une fois la mission accomplie, et qu'il avait eu une sorte d'appréhension de se faire entuber. Ce qui est sûr et certain, c'est que les deux frères étaient simplement des mercenaires délinquants qui n'avaient rien à voir avec le profil du kamikaze, et que Brahim Abdeslam, qui devait simplement attendre et aller chercher les autres en voiture après leur fusillade, s'est bien fait avoir tout comme ceux du Stade de France, et a porté le chapeau à titre posthume. Mais le mystère de l'explosion du comptoir Voltaire ne s'arrête pas là pour autant.